Quand j'étais petite, à peu près tout, vu que tout me marquait parce qu'on avait tellement peu de choses à lire. Ça fait partie aussi des souvenirs d'enfance finalement. On avait tellement peu de choses à lire que depuis les chants de la messe jusqu'à les albums Lisette et les livres plus importants, ben, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et en seconde, on m'a fait cadeau du Petit Prince. Et c'est la première lecture qui m'a vraiment marqué, quoi, hein. Et ensuite, ben, quand j'ai été adulte, il y en a beaucoup. À mon adolescence, il y a eu Colette, il y a eu Pagnol, il y a eu... bon, et puis plus tard, pour passer plus rapidement, on va dire, parmi les auteurs réunionnais, c'est Alain Lorraine, bien sûr, mon grand poète, celui que j'aime beaucoup. J'aime bien John Irving, mais il y a beaucoup de monde que j'aime finalement. C'est difficile à tout dire. Mais c'est vrai que parmi ceux qui m'ont marqué particulièrement, il y a ça. Il y a aussi, à un moment, j'ai eu une période aussi de littérature féministe. C'est pas période, ça. Littérature féministe, j'avais bien aimé un livre qui n'est pas très connu, qui s'appelle Eugénie la Folle. Je ne me demande pas l'auteur, c'est une italienne, je crois. Et sinon, actuellement, je lis beaucoup moins, actuellement. J'aime bien aussi la littérature, tout ce qui parle de choses un peu mystérieuses, des choses, comment on va dire, j'aime bien la littérature ésotérique, des choses comme ça. Pas tout, bien sûr, parce qu'il y a à boire et à manger dedans, mais j'aime bien quand même. Voilà, les textes, des écritures très anciennes, des écritures sacrées, aussi bien dans n'importe quelle religion d'ailleurs. Je m'intéresse beaucoup à ça aussi, depuis une certaine période de ma vie. C'est peut-être avec l'âge, hein. Mon quartier actuel, on va dire, puisque je suis très nomade. Enfin, mon quartier actuel depuis 15 ans quand même, c'est Saint-Pierre, hein, c'est normalement une des plus grandes villes, la capitale du Sud, on va dire, et aux portes du Sud sauvage. C'est quand même une ville qui a connu beaucoup de développement, mais en gardant un certain cachet, je trouve. J'aime beaucoup. J'ai habité d'autres coins qui sont proches, Terre-Sainte, Grand-Bois, ce sont des coins magnifiques, et on peut dire que quand même c'est la périphérie de Saint-Pierre encore. Historiquement, bon, on peut en parler un petit peu, mais disons qu'il y a toute une histoire liée à la rivière d'Abord. Moi, en tant que conteuse, j'aime bien beaucoup cette rivière parce qu'il y a une histoire qui est spécifiquement liée. Il y a pas mal de grands hommes qui sont originaires de cette ville aussi. Qu'est-ce qu'on a à Saint-Pierre? Le musée Roussin. On a une petite case, Roussin, plus qu'un musée Roussin, une case. On appelle la case Roussin. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans maintenant, mais parce que ça a changé. Il y a la petite case Roussin au bord de la rivière d'Abord. Il y a aussi beaucoup de bâtiments qui ont été détruits, malheureusement. En tout cas, on a une plage qui est assez agréable aussi. Eh bien, j'avais un papa qui était assez âgé, puisqu'il
Il m'a eu, il devait avoir facilement 66, 68 ans, 68 ans je crois. Donc il était assez âgé déjà quand je suis née. Et c'est un papa que j'ai assez peu connu puisque quand il est mort j'avais 11 ans. Et auparavant, il avait eu une place dans les chemins de fer, de sorte qu'on vivait à Saint-Denis. Mais c'est une époque que j'ai très peu connue, puisque quand on est monté dans les Hauts, à Saint-François exactement, dans les Hauts de Saint-Denis, quand on est allé s'installer là-bas, j'avais 2 ans. Et donc mon enfance s'est passée en 2 ravines, dans une petite case en paille, bon, qu'à l'époque je considérais très mal, puisque c'était symbole de pauvreté. Et on l'était de toute façon pauvre. Et après, je me suis rendu compte que c'est une merveille d'avoir une enfance comme ça, dans un paysage aussi idyllique. Je crois que c'est ça qui m'a rendu quelque part écrivain, poète. Ça y a beaucoup contribué en tout cas. Et puis en plus, ce qui a contribué aussi, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de loisirs. Alors donc on lisait, moi-même j'écrivais. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de papier à l'époque puisque c'était juste l'après-guerre. Et on n'avait pas de papier du tout à La Réunion, donc j'écrivais souvent les dictées mon premier conte. Mon premier écrit, je l'ai écrit à l'envers des feuilles de banane, parce qu'on écrit très bien sur l'envers des feuilles de banane. De sorte que ce conte, dont je me souviens quand même, a disparu. J'avais 7 ans quand je l'ai écrit, mais il a disparu, puisqu'il était sur des feuilles de banane. Ma mère a absolument voulu, comme elle était très catholique, elle a voulu nous envoyer, ma sœur et moi, dans un pensionnat religieux à Saint-Denis. Ce pensionnat qui était cher, mais enfin, mes parents préféraient se saigner au Cap-Vert là pour nous envoyer là-bas. Bon, et je suis restée d'ailleurs toute ma scolarité avec. Là, il y a pas mal de souvenirs parce que ces souvenirs pas. On a fait une très bonne, enfin j'ai fait une très bonne scolarité, mais par contre les souvenirs sont assez durs parce que c'était quand même une époque où ce pensionnat par exemple c'était raciste pour les Noirs. Déjà on ne recevait pas les Noirs sauf s'ils étaient extrêmement riches, et raciste pour les pauvres. On nous a pris simplement parce que maman s'est pratiquement mise à genoux pour nous prendre et pour que les sœurs nous prennent. Et puis surtout parce que comme elle nous avait déjà appris à lire, à écrire, on était assez avancés scolairement déjà. Donc c'est pour ça qu'elles nous ont pris, quoi, parce que sinon on n'aurait jamais été admise dans quelque chose comme ça. Les souvenirs d'enfance, mais il y en a beaucoup parce que j'ai vécu à l'époque du chemin de fer aussi. C'était le chemin de fer à La Réunion, maintenant il a disparu. Et moi j'ai connu le petit train à l'époque, le petit train qui était quelque chose de formidable quand même. C'est dommage qu'il ait disparu. Il aurait pu devenir un grand train, mais rester là. Et je ne sais pas s'il aurait pu devenir un grand train avec la géographie là, mais enfin bon, il est parti, mais c'était un souvenir d'enfance extraordinaire aussi ça. On allait voir nos tantes qui habitaient à Saint-André, à Saint-Benoît, dans l'Est. Et on faisait ce voyage uniquement une fois par an. Et bon, comme ça au hasard, je me rappelle que quand le train arrivait à un moment, il montait une petite côte et comme c'était un petit œuf-teuf, il allait très lentement, il devait aller à 10 à l'heure et à un moment il menaçait de s'arrêter. Alors je me mettais debout et je tirais sur la fenêtre comme ça, je le poussais, de peur qu'il recule, je le poussais pour le faire monter et j'étais persuadée que c'était moi qui faisais avancer le train. Et sinon mon père est mort assez vite puisque j'avais seulement 11 ans comme je le disais. Et après ça a été tout un changement. On a vendu la propriété rapidement aussi pour rien. Et on est venu habiter à Saint-Denis dans la capitale. Et là
ça a été une toute autre vie. On n'est pas venu tout de suite en plus, on continue à faire un petit peu les trajets, le temps que la propriété se vende, mais quand on l'a vendue, ben, il me restait 2 ans de scolarité à faire, et ensuite je suis allée faire mes études à Aix. Et ce que je me rappelle, c'est que on vivait la colonisation à cette époque, on la vivait, mais moi, dans mon esprit d'enfant, je la vivais même très durement, puisqu'on était très mal considérés en tant que famille de petits blancs, pauvres. Mais même si ce mot existait déjà dans mon vocabulaire, je ne me rendais pas compte de l'histoire, parce que l'histoire, on n'en parlait jamais, surtout dans le pensionnat où j'étais, on ne parlait jamais d'esclavage. On faisait des pèlerinages à la Vierge Noire, qui est censée être la Madone des esclaves, mais on ne parlait jamais de l'esclavage, parce que c'était des gens de bonne famille, en principe, qui étaient là. Donc l'esclavage, et en plus comme les gens s'auto-censuraient eux-mêmes, j'entendais pas ce mot. Même des descendants d'esclaves, on n'entendait pas ce mot sortir. Il y avait seulement une vieille dame que j'ai connue, parce qu'on louait une chambre chez eux à un moment à Sani. Et cette vieille dame-là, c'est la seule qui m'a parlé de souvenirs d'esclaves, mais ça, dans ma tête, ça résonnait comme une histoire tellement ancienne, alors que c'était quand même relativement proche. Ça résonnait comme une histoire tellement ancienne que ça me paraissait un roman. Je pleurais quand on parlait des chiens qui poursuivaient les esclaves et tout. C'était un roman, quoi, pour moi, dans ma tête d'enfant. Et ce n'est que beaucoup plus tard, quand j'ai été confrontée en France, puisque je suis arrivée en plein dedans, à la guerre d'Algérie, c'est là que je me suis rendu compte de ce que, à travers un autre pays, je me suis rendu compte que mon propre pays avait été colonisé. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. Et la langue créole, eh bien, je me rappelle que, bien sûr, le français était la belle langue, mais on parlait que créole à la maison. Maman aurait bien aimé qu'on parle autre chose, mais elle-même, elle ne parlait que créole de toute façon, pour les mêmes raisons que nous, pour les bonnes raisons que ça ne sortait pas. En français, ça ne sortait pas, tout simplement. Papa ne parlait... De temps en temps, papa parlait français pour faire le beau avec certaines personnes. Et après, quand il se mettait en colère, il reparlait créole tout de suite. Mais je n'ai pas parlé créole spontanément, français, pardon, spontanément, jusqu'au moment où j'ai mis mon pied sur le sol français. Et c'est là que j'ai dit ma première phrase en français spontanée. Entre-temps, je récitais même mes leçons de philo, je les récitais en créole. Ce qui était une performance que je n'arriverai peut-être plus à faire maintenant, de dire Kant, Descartes ou Bergson en créole. Ça m'étonnerait que maintenant je puisse le faire. Mais là, c'était naturel, donc ça sortait. Et la première phrase donc, que j'ai dite, c'était comment se rend-on à Aix-en-Provence, s'il vous plaît? J'avais fait l'inversion du sujet et tout, c'était très bien. Et je crois que tout ce que j'ai écrit, je ne suis pas un écrivain qui écrit beaucoup d'œuvres, parce que tout ce que j'ai écrit, ça venait vraiment des tripes, hein, en général. C'était des choses dans l'urgence, dans des situations disons, qui m'émouvaient beaucoup, quoi, hein. Que ce soit Matanan et Langouti, le premier recueil de poèmes, ou Les Muselés, ou même, à la limite, ce que j'ai peint aussi, d'ailleurs. Ça a toujours été des choses qui sont parties vraiment des tripes, quoi, de la révolte, en fait, hein. Je crois que je suis... Bon, ce que j'ai écrit quand j'étais petite et quand j'étais adolescente, c'est un petit peu différent. C'était plus bon, sur les thèmes qui m'inspiraient à l'époque, peut-être quelque part un petit peu d'abandon, de choses comme ça. Mais comme tout ça n'a pas été publié, donc il ne faut pas que j'en fasse trop état.
Mais en tout cas, les œuvres même ont débuté justement dans cette période des années 70 qui ont été très 60-70 qui ont été très importantes pour La Réunion. Et, et c'est directement inspiré de la société de l'époque, du climat politique et social, qui était quand même très très révoltant parce que c'était une grande répression. La Réunion était aussi pauvre, il y avait beaucoup de chômage, mais surtout une pauvreté parce que les gens ne pouvaient pas s'exprimer. C'est pour ça que mon livre, je l'ai appelé, mon roman, mon premier roman, je l'ai appelé Les Muselés à cause de ça. Parce que les gens pour avoir du travail, pour garder quelque chose, des fois on est obligé vraiment, pour nourrir sa famille, d'accepter beaucoup de choses, beaucoup de choses inacceptables. Et puis il y avait la fraude politique qui était le climat politique, le climat électoral était très très dur. Alors c'est surtout ça qui a inspiré mes œuvres, comme les œuvres d'ailleurs d'énormément d'écrivains, de chanteurs et tout de l'époque. Hein. On a tous eu cette levée de bouclier finalement contre la répression qui était quand même très importante. Et après, ben, je ne sais pas pourquoi exactement, mais je me suis mise non pas à écrire, parce que c'est d'abord quelque chose qui a été dit, cette autobiographie. Ça a été dit d'abord, et puis un jour, très longtemps après, j'ai assemblé, et j'en ai fait un livre, qui est Héritage Mahoul. Et rapidement, je suis retombée, parce que comme c'était ma première œuvre, je disais un moment avant que la première de mes œuvres, quand j'étais petite, était un conte, et j'étais bercée aussi dans le conte quand j'étais petite. Mon père était conteur, enfin pas conteur officiel, mais conteur comme on pouvait l'être à l'époque, mais c'était quand même un conteur de veillée, quoi. Hein. On venait pour l'écouter et tout, donc je suis retombée là-dedans, dans cet univers d'enfance, et depuis ça ne m'a pas quittée, hein. Je continue dans les contes. J'en ai écrit pas mal qui ne sont pas publiés, enfin, sauf sur CD, quelques-uns. Mais sinon, il y en a encore, hein. Il y en a encore à publier. Et puis surtout, bon, ben, c'est des spectacles, parce que le conte, c'est avant tout la parole. Donc, je fais des spectacles. Voilà. Mais le conte, je trouve que c'est quelque chose quand même de très passionnant, parce que si on... Là aussi, c'est vrai que j'essaye de ressusciter un petit peu le patrimoine réunionnais et tout, mais j'essaye surtout de créer, et de créer selon aussi ce que je ressens de la société actuelle, de l'humain tout simplement. Et je pense que bon, le conte de toute façon c'est pour unir les gens. Enfin, je me rends compte aussi, ce qui est passionnant dans le conte, c'est que à mesure qu'on recherche dessus, on se rend compte que c'est un lien dans l'espace et dans le temps qui est absolument formidable entre tous les continents, tous les peuples, tous les âges. Et c'est ça qui me passionne, je crois. À La Réunion, on peut dire aussi qu'à un moment, ça a fait partie des cultures de la nuit, le conte, hein, puisque ça allait rester encore plus longtemps que le Maloya ou que des choses comme ça, parce que bon, la télévision a tellement remplacé beaucoup de choses que ces contes, il y a aussi des contes à la télévision, ceci dit, mais on peut dire que tous les films merveilleux et tout, ça relève du conte. Mais ces veillées familiales et tout, on ne pourra jamais refaire ça, c'est sûr. Notre société a évolué autrement, on ne revient pas en arrière là-dessus. Mais je crois que tout le monde actuellement, enfin je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le conte, un petit peu certains par opportunisme parce que ça fait un créneau, comme on dit.
Mais beaucoup quand même aussi sont nostalgiques de cette culture un petit peu passée et qu'on aimerait de cette tranquillité, de cette convivialité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se font quand même autour du conte à La Réunion depuis une dizaine d'années. Moi, j'en ai quand même souffert. Hein. J'en ai souffert parce que j'aime les grands espaces. J'ai toujours aimé les grands espaces. Les grands pays, tout comme moi. Donc, je suis très attirée par des pays comme le Canada, l'Australie, le Canada. Donc, c'est pas souffrir vraiment parce que bon, ben, c'est mon endroit, il faut bien être posé quelque part, donc il n'y a pas de problème. Bon. La scolarité sur le plan écriture, ben, c'est un mythe pour beaucoup de gens, c'est un mythe, hein, la scolarité. Donc, ben, moi étant vivant cela, je ne l'appréhende pas de la même manière que quelqu'un pour qui une île c'est l'exotisme. Pour moi l'exotisme c'était ailleurs. L'exotisme n'est pas l'île, l'exotisme c'était la France, surtout à l'époque l'exotisme. Je rêvais de la neige, je rêvais bon, il y a des îles où il y a la neige, hein, mais enfin la mienne, il y a des... Ah si, il y en a eu. Mais disons que je rêvais de tout ce dont on me parlait de l'extérieur. Hein, je crois que l'île, pour moi, je ne peux pas trop parler beaucoup plus, mais l'île, pour moi, a surtout constitué un enfermement sans que j'en souffre outre mesure, parce que je crois que je suis assez philosophe, mais malgré tout, ça reste ça, surtout que l'île de la Réunion est particulièrement isolée géographiquement par rapport à beaucoup d'autres pays. Et souvent on fait la comparaison par rapport à la mentalité antillaise, voire la mentalité mauricienne, mais on est encore plus... Bon, la mentalité mauricienne j'aime pas aussi employer ce mot mentalité, hein, mais en fait disons bon, c'est le mot qui m'est venu là, hein. On fait souvent la comparaison, les Mauriciens n'ont pas subi le même type de colonisation, c'est la raison qu'on donne. Les Antilles sont plus proches géographiquement de grands pays, de continents plus vastes. Mais nous, on est vraiment un rocher très très loin. Et je crois que ça a donné quelque chose un caractère très particulier aux Réunionnais, à la Réunion. Et maintenant, on le sent un peu moins parce qu'on a des moyens de communication plus développés, mais quand le bateau mettait plus d'1 mois, quand on n'avait pas la télévision, même pas la radio au début, on était vraiment loin, les choses vous arrivaient très très en décalage, vraiment très en décalage. Il y a pas mal d'anecdotes là-dessus, quoi, hein, quand la guerre a été finie, on apprenait ça je crois que 20 ans après, quand on était en décalage par rapport aux nouvelles réelles qui déjà sont faussées, mais avec la distance, pour nous, ça l'était encore plus. Je me rappelle quand il y a eu notamment Général de Gaulle, on n'était pas très très au courant de la différence entre de Gaulle et Pétain. Moi j'étais toute petite, mais je me rappelle de gens qui vraiment ne réalisaient pas du tout. Peut-être de gens politiques, tout ça, oui, bien sûr, ils devaient le savoir, mais franchement, le petit peuple ne savait pas. Les Français avaient déjà réalisé depuis longtemps, mais on n'avait pas encore réalisé.